Bienvenue dans l'ombre. Je suis l'inconnu masqué. Certaines routes portent des secrets qui ne s'écrivent pas dans les journaux et qui ne s'entendent pas dans les conversations des cafés. Pas ceux que l'on cache volontairement, mais ceux que personne ne prend la peine de chercher. Parce que sur ces routes, le silence devient plus fort que les mots, et la forêt étouffe chaque souvenir. Le long de la route 140, dans le Massachusetts, tout semble banal. Une route d'État comme tant d'autres, bordée de forêts épaisses et de fossés profonds. Les bois y sont si denses que la lumière peine parfois à traverser les branches. Le sol, humide et froid, garde les traces de chaque pas, comme un témoin silencieux. L'air, chargé d'odeurs de mousse et de feuilles mortes, semble étouffer tout bruit venu de l'extérieur. C'est ici, entre 1988 et 1989, que l'on a retrouvé les corps de plusieurs femmes disparues. Elles n'avaient rien demandé. Rien, si ce n'est une chance, une vie ordinaire, une échappatoire, peut-être, à leurs difficultés. Mais quelqu'un les a prises, quelqu'un les a effacées de la mémoire collective. L'homme qui a fait cela n'a jamais été jugé. Il n'a jamais été arrêté. Peut-être même qu'il n'a jamais été soupçonné. Et pourtant, il a pu croiser un jour votre route, sans que vous le sachiez. Voici l'histoire du tueur de la route de New Bedford. Une affaire aussi réelle que profondément ignorée. Loin de l'agitation de Boston, avec ses gratte-ciels, ses quartiers riches et ses étudiants pressés, se trouve une petite ville discrète du sud-est du Massachusetts, la ville de New Bedford, une ville qui ne fait pas parler d'elle, une ville qui vit dans l'ombre des grandes métropoles américaines. Autrefois, New Bedford avait connu la prospérité. Au XIXe siècle, elle était même appelée la capitale mondiale de la chasse à la baleine. Ses quais étaient remplis de navires qui partaient chercher l'or liquide de l'époque, l'huile de baleine. Une richesse qui faisait tourner les usines, illuminer les lampes et vivre des milliers de familles. Mais au fil des décennies, cette gloire a disparu. La pêche s'est effondrée. Les industries textiles, autres piliers de la ville, ont à leur tour fermé leurs portes. À la fin des années 1980, New Bedford n'était plus qu'une ombre d'elle-même. Les docks semblaient silencieux. Les hangars, vides et rouillés, rappelaient un passé que plusieurs personnes ne croyaient possible. Les hommes qui autrefois travaillaient dur sur les quais perdaient leur emploi les uns après les autres. Les familles, fragilisées, se trouvaient entassées dans des quartiers populaires, des immeubles décrépits, des rues où les lampadaires fatigués peinaient à chasser l'obscurité. Dans ces ruelles étroites, un autre fléau s'installait, l'héroïne. L'héroïne circulait partout. Elle se glissait dans les poches, dans les seringues, dans les veines. Les centres de traitement, déjà débordés, n'arrivaient plus à suivre. Et la pauvreté se voyait sur les visages. Des regards fatigués, des mains tremblantes, des vies suspendues à une dose de poudre. Mais ce qui frappait le plus, ce n'était pas la misère, c'était le silence. Un silence pesant, celui d'une ville qui se taisait, celui d'une société qui détournait les yeux de ses propres blessures. C'est dans ce décor, à la fois banal et étouffant, que l'histoire allait basculer. Un lieu oublié par la prospérité, et bientôt marqué par une série de disparitions dont personne, au départ, ne voulait vraiment parler. Le 10 avril 1988, une femme disparaît.
Elle s'appelle Rochelle Dopierala. Elle a 28 ans. Elle est vue pour la dernière fois dans les rues de New Bedford, avant de s'évanouir dans l'ombre. Personne ne sait alors que son absence est le début d'une longue série. Quelques semaines plus tard, c'est Deborah McConnell qui ne rentre pas chez elle. Puis Christine Montero. Ensuite, Marilyn Cardoza-Robert. Et puis, Marie-Rose Santos. Les noms s'enchaînent, presque mécaniquement, comme si la ville elle-même commençait à les avaler. En moins de 10 mois, 11 femmes disparaissent, toutes dans un périmètre réduit, autour de New Bedford, et d'autres qui le relient au reste du Massachusetts. Un nombre qui aurait dû alerter immédiatement, un rythme qui aurait dû déclencher l'état d'urgence. Leurs profils se ressemblent. Elles ont entre 19 et 36 ans. Elles viennent de milieux modestes. Certaines luttaient contre l'addiction. D'autres essayaient simplement de survivre dans un environnement devenu hostile. Des vies cabossées, mais des vies malgré tout. Des femmes qui, malgré leurs difficultés, avaient des rêves, des familles et des espoirs. Mais ce qui effraie le plus, ce n'est pas leur disparition, c'est le silence qui l'accompagne. Les journaux locaux n'en font presque pas mention. Les autorités semblent minimiser. Certains insinuent que ces femmes avaient choisi une mauvaise voie, comme si leur destin tragique était une conséquence logique de leur choix de vie. Une justification commode, qui permet de ne pas trop chercher, de ne pas trop s'impliquer. Et dans les rues, ce silence se fait pesant, comme si la ville entière avait décidé de tourner la tête. Comme si cette disparition ne valait pas la peine qu'on s'y arrête. Mais pour les familles, l'absence est insoutenable. Chaque heure qui passe sans nouvelles est une déchirure. Chaque nuit est un gouffre. Elles savent que quelque chose d'anormal se passe. Elles sentent qu'un prédateur rôde. Mais personne, ou presque, ne semble prêt à les écouter. Le 3 juillet 1988, un homme marche dans les bois de Freetown, une zone dense, couverte de pins et de chênes, où les sentiers se perdent entre les fougères et les marécages. C'est une forêt où l'on ne s'aventure pas sans raison, une forêt où la lumière peine à filtrer à travers les branches épaisses. Au détour d'un chemin, son regard se fige, là, au sol. Quelque chose attire son attention. Ce n'est pas un animal, ce n'est pas un débris, c'est un crâne humain. La nouvelle se répand vite. Il s'agit de Deborah McConnell, et ce n'est que le début. Les jours passent, les recherches s'intensifient, et bientôt d'autres découvertes sont faites. Le long de la route 140, ou de l'Interstate 195, dans les fossés, dans les broussailles, dans les clairières dissimulées, on retrouve des restes. Des morceaux de vie disparus, abandonnés comme si on avait voulu que la forêt les engloutisse à jamais. Certains corps sont enveloppés dans des tissus, d'autres dissimulés à la hâte sous des branches et des feuilles. Aucun objet personnel, aucune trace qui pourrait donner un indice clair. Pas de témoins, pas de bruit, pas de scène explicite. Les enquêteurs cherchent des réponses, mais le temps joue contre eux. La nature a fait son travail. L'humidité, les animaux, les saisons. Tout a effacé les preuves. La cause de la mort est difficile, parfois impossible à établir. Et c'est là que réside l'horreur. Parce que ce n'est pas le hasard. Ce n'est pas une succession de disparitions isolées.
c'est une méthode, une signature. Quelqu'un agit dans l'ombre, avec précision. Quelqu'un qui connaît ses routes, ses bois, et qui sait disparaître sans laisser de traces. À chaque découverte, la peur grandit. Les habitants commencent à comprendre qu'un danger invisible plane. Mais, dans le silence des arbres, dans le murmure des routes, les réponses restent introuvables. Face à la multiplication des disparitions et aux corps retrouvés dans les bois, les autorités finissent par réagir. Une cellule spéciale est créée, réunissant policiers, détectives et enquêteurs d'État. Mais dès les premiers jours, l'enquête se heurte à ces obstacles qui semblent insurmontables. Les scènes sont déjà contaminées. Les corps, retrouvés tardivement, sont en état de décomposition avancée. Les pluies, l'humidité, le passage du temps. Tout a effacé les traces. Pas d'empreintes, pas de fibres, pas d'ADN exploitable. Du moins, pas avec les moyens de la fin des années 1980. Les enquêteurs interrogent l'entourage des victimes. Et très vite, un constat s'impose. Ces femmes fréquentaient les mêmes lieux, les mêmes quartiers défavorisés, les mêmes bars, les mêmes rues. Elles connaissaient les mêmes visages. On comprend alors qu'il ne s'agit pas de hasard. Il y a derrière ces disparitions une présence familière. Un homme qui n'est pas un étranger. Quelqu'un qui appartient, en hiver, à leur quotidien. Quelqu'un de suffisamment proche pour approcher ces femmes sans éveiller leur méfiance. Mais l'enquête se brouille à chaque pas. Les témoins sont rares. Certains parlent, mais leurs récits se contredisent. D'autres refusent, par peur, de dire ce qu'ils savent. Et quelques-uns disparaissent à leur tour, laissant encore plus de zones d'ombre. Dans les bureaux de la cellule d'enquête, les dossiers s'empilent. Des photos de visages disparus, des cartes avec des points rouges éparpillés autour de New Bedford, des notes griffonnées à la hâte. Mais rien ne se relie clairement. Chaque fil tiré se rompt très vite. Dans la ville, les rumeurs grandissent. Certains murmurent que le coupable est un notable respecté, que personne n'oserait accuser. D'autres évoquent un client violent, un prédateur tapi dans les ruelles. Et d'autres encore pensent à un réseau criminel plus vaste, une toile dont on ne voit que le fil coupé. Pour les enquêteurs, chaque hypothèse est un labyrinthe. Et plus ils avancent, plus la brume s'épaissit. L'impression de marcher dans le brouillard devient étouffante. Ils savent qu'un prédateur agit. Ils savent qu'il continue peut-être, mais ils ne parviennent pas à l'attraper. Dans ce climat d'incertitude, une vérité s'installe. Le temps joue en faveur de celui qui se cache. Dans toute affaire qui déraille, vient un moment où des noms émergent. Des silhouettes se dessinent dans la brume. Pas forcément coupables, mais suffisamment proches des victimes, suffisamment présentes sur les lieux, pour que l'on s'y attarde. Deux hommes vont concentrer les regards. Deux trajectoires différentes. Deux histoires qui chacune à leur manière collent à l'ombre de New Bedford, sans jamais la dissiper. Le premier s'appelle Kenneth Ponte, un avocat local, élégant, sûr de lui, familier des tribunaux, des bars et des soirées. Il connaît beaucoup de monde, et surtout, il connaît plusieurs des disparus. On le décrit comme instable, charmeur par moments, inquiétant à d'autres. Un homme double, dont la réputation intrigue autant qu'elle inquiète. En 1990, il était inculpé. Un instant, la vérité semble à portée de main, mais tout s'effondre. Les preuves sont trop faibles. La procédure ne tient pas. Il est relâché. Aucune condamnation, aucune certitude.
Le second s'appelle Anthony de Grazia. Ancien compagnon violent de l'une des victimes, un homme interrogé plusieurs fois. Un profil rugueux, troublant, qui attire la méfiance. Mais là encore, rien de solide. Puis brutalement, il meurt en détention. Et avec lui, disparaît une piste, fragile, mais qui aurait pu mener quelque part. 2 suspects, 2 vies différentes, 2 ombres qui auraient pu être coupables, mais qui ne le furent jamais aux yeux de la justice. 0 condamnation, 0 responsable. Quand l'enquête s'épuise, il reste des théories. Elles naissent dans les bureaux des enquêteurs, dans les conversations des habitants, dans les colonnes des journaux. Elles grandissent comme des fantômes qu'on n'arrive pas à chasser. La première, c'est celle du tueur solitaire, un homme discret, méthodique, qui choisit ses victimes avec soin et disparaît aussitôt son geste accompli. Un prédateur invisible, tapi dans la banalité. La seconde, celle du notable intouchable, un homme respectable, un visage familier, protégé par son statut et ses relations. Quelqu'un qu'aucun témoin n'oserait accuser, même en silence. La troisième, plus sombre encore, évoque un réseau, un groupe organisé, dissimulé dans les marges de la ville, qui agirait dans l'ombre pour des raisons obscures. Cette piste expliquerait pourquoi tant de preuves s'évaporent, pourquoi les témoins disparaissent, pourquoi rien ne se relie jamais. 3 théories, 3 chemins, 3 impasses. Et au bout de ces pistes, toujours la même conclusion, rien de certain, aucune vérité claire, seulement des abîmes qui s'ouvrent sous les pas de ceux qui cherchent encore. Les années passent, mais pour les familles, le temps ne guérit rien. Chaque jour est un rappel cruel de l'absence, chaque nuit un gouffre sans fin. Elles organisent des veillées, alignant des bougies dans l'obscurité. Elles écrivent des lettres aux autorités, implorant qu'on ne laisse pas l'affaire mourir dans l'oubli. Elles parlent, encore et encore, pour que les noms de leurs filles, de leurs sœurs, de leurs mères ne disparaissent jamais une seconde fois. Les enfants laissés derrière grandissent avec des questions qui n'ont pas de réponse. Pourquoi maman n'est jamais revenue? Pourquoi personne n'a été puni? Pourquoi le silence est plus fort que la vérité? Les mères, elles, ne lâchent pas. Certaines marchent encore sur ces routes, des décennies plus tard, comme si le sol pouvait leur rendre un indice perdu. Leur douleur est devenue un combat contre l'oubli, un combat pour que ces femmes restent vivantes dans les mémoires, même si leur corps repose dans l'ombre des bois. 35 ans plus tard, l'énigme demeure. Le tueur de la route de New Bedford n'a jamais été identifié. Il n'a jamais été arrêté, jamais jugé. Peut-être est-il toujours vivant. Peut-être marche-t-il encore aujourd'hui, quelque part, sous un visage banal. Peut-être conduit-il sur cette même route, croisant des regards, sans que personne ne se doute de rien. Peut-être regarde-t-il même cette vidéo, dans le confort d'une maison ordinaire, avec ce sourire invisible de celui qui sait. Les bois de la route 140, eux, n'ont rien oublié. Ils gardent leurs secrets. Ils murmurent encore, à qui veut bien écouter, que certains fantômes ne disparaissent jamais vraiment. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout cette histoire vraie. Une histoire qu'on ne lit pas dans les manuels. Une histoire qui ne fait pas la une des journaux, mais qui hante encore ceux qui s'en souviennent. Abonnez-vous à la chaîne L'Inconnu Masqué.